Bonsoir, chers amis de Zouk Télévision. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Le Kiosque. Nous sommes très contents de vous accueillir. Merci donc de suivre cette émission. Et comme à l'accoutumée, nous allons aborder quelques thèmes proposés par la rédaction de Zouk Télévision. Quelques thèmes d'actualité politique, du point de vue politique, social ou économique. Et pour ce faire, je vais accueillir nos chroniqueurs cette semaine. Donc je vais commencer par l'un de nos les plus fidèles, Michel Branchi. Bonjour, comment vas-tu? Et quelle est ton actualité de la semaine? Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Bon, mon actualité de la semaine, elle est double. Bon, d'abord, pour une fois, je vais parler du Parti communiste. Le Parti communiste a fait le week-end dernier ce qu'il appelle sa remise de cartes. C'est-à-dire que c'est un moment où les communistes, chaque année, renouvellent leur adhésion. Bon. Et le thème qui a dominé, précisément, c'est l'idée qu'il nous faut refaire une convention du Morne Rouge. Que la réponse à... Pour les téléspectateurs, 71, la convention du Morne Rouge, peux-tu expliquer s'il te plaît? La convention du Morne Rouge, en quelques mots, c'est une réunion qui a rassemblé la plupart des partis de gauche de la Martinique, à l'époque, Parti communiste, Parti progressiste martiniquais. Il y avait quelques élus de gauche qui venaient remporter des élections dans le sud de la Martinique, n'est-ce pas? Et les syndicats, la CGTM, bon. Et puis, ça avait dépassé les frontières de la Martinique. Un peu la même chose pour la Guadeloupe. Et la même chose pour la Réunion, et aussi pour la Guyane. La Guyane, avec le Parti socialiste guyanais, l'UTG, l'Union des travailleurs guyanais, et avec des personnalités qui nous ont quittés depuis, notamment Paul Vergès, n'est-ce pas, qui avait lu la déclaration finale de... Et qu'est-ce que disait cette déclaration? Elle disait en gros que, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que la départementalisation était un échec, n'est-ce pas? Et que, par conséquent, qu'il fallait changer de statut. Il y a 50 ans. 50 ans. Qu'il fallait changer de statut, et que, pour cela, constatait, je cite de mémoire, que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion constituaient des entités nationales. Alors, jusqu'à présent, il y a des gens qui tourneront autour de la question, et que nous constituions des peuples. Bon. Donc, voilà. Et il esquissait un programme économique de développement, on dirait aujourd'hui de développement durable. Alors, bien sûr, il y a des choses qui ont vieilli. Hein, je sais pas, par exemple, il était dit à l'époque qu'il fallait nationaliser l'industrie sucrière. Bon. Entre-temps, l'industrie sucrière a quasiment disparu. Mais la seule industrie qui existe a été quasiment nationalisée, d'ailleurs. C'est le galion. Bon, voilà. Et puis ma deuxième actualité, mais on va en parler tout à l'heure, c'est que j'ai eu la chance d'être invité à la présentation de l'étude MFV. Alors, il se trouve que j'ai des relations assez amicales avec l'un des auteurs de cette étude, qui est la réédition d'une étude qui est parue il y a 10 ans. Et l'auteur de cette étude, c'est un démographe, peut-être on dit même le numéro 1 des démographes de Martiniquais, qui est le numéro 1 des démographes français, qui s'appelle Claude Valentin Marie, et qui est membre de l'INED, Institut national des études démographiques. Et bon, voilà. Alors, je ne vais pas déflouer, on va y revenir. Mais c'est un des points que nous allons aborder. Oui. Mais c'était intéressant après une étude du même type qui a été faite en 2010, de voir 10 ans après quelle évolution on peut constater. Alors, MFV, ça veut dire migration, famille, vieillissement.
Très bien, d'accord. Ben, on en parle tout à l'heure. Philippe Saint-Cyr, merci d'être là. Bonsoir, comment vas-tu et ton actualité? Alors, dois-je dire professeur, dois-je dire maître, pour te taquiner et te mettre dans l'ambiance? Comme d'habitude. Bon, je voulais d'abord saluer les téléspectatrices et téléspectateurs. Et puis j'ai le plaisir, n'est-ce pas, de voir mon collègue et ami Justin Daniel. Ça me rappelle bien des souvenirs en ce qui me concerne, n'est-ce pas? On remonte à des années dans nos relations, notamment de notre Université des Antilles de la Guyane et rapport avec les autres pays. De très vieux souvenirs. Et toujours vivant d'ailleurs. L'actualité, première actualité très rapide. Aujourd'hui, jeudi et demain, vendredi, se déroule le salon des métiers de l'automobile. C'est une excellente initiative car autour de l'automobile, il y a une série de métiers dont je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y avait autant. L'IFPA y participe, le RSMA y participe, l'AMEP y participe et le CNAM y participe. Nous sommes déjà liés par une convention au niveau de la formation professionnelle et je vois apparaître là les deux partenaires qui certainement se mettront en place, c'est-à-dire la possibilité de mettre au-dessus de ces formations professionnelles toutes les possibilités de formation du Conservatoire national des arts et métiers qui donne la possibilité à ces auditeurs, ces stagiaires de pouvoir monter le plus haut possible au niveau universitaire. Rappelle-nous le nom de la personnalité qui est... c'est notre ami Mathias Potiron, oui, n'est-ce pas, qui nous a fait découvrir ce salon. Il a eu raison d'insister et nous y sommes. Bravo Mathias. Il est président de l'Union des professions de l'automobile martiniquaise. Oui, c'est ça. Je voulais le saluer et le remercier de nous avoir invités. Alors, la deuxième actualité, que j'ai suivie avec beaucoup d'intérêt et d'attention vigilante pendant des dizaines de jours, et qui s'est finalement bien terminée, c'est l'aventure qu'ont connue ces petits Colombiens amazoniens. Je trouve cette épopée est fantastique. Vous savez, l'avion s'est crashé, ils ont perdu leur mère, et ils étaient 4, 13 ans, 9 ans, 4 ans, 1 an. Tu as 13 ans. Et c'est de familles amazoniennes, je ne dis pas indigènes, j'ai horreur de ce terme-là, mais de familles effectivement amazoniennes. Et pendant 40 jours, ils ont survécu. Ils ont pu échapper, n'est-ce pas, aux différents insectes, aux différents animaux sauvages. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient effectivement l'habitude, ils avaient été formés à cela. Et c'est la petite fille, n'est-ce pas, qui dirigeait cette opération, Leslie. Et ce qui me frappe aussi, c'est la volonté forte des responsables, des autorités colombiennes de poursuivre les recherches. Ils ont mis le paquet, ils ont mis énormément de soldats et de moyens, et pendant 40 jours, ils ont cherché, et finalement, ils ont été trouvés pas loin de l'appareil, à 5 km, et les premiers mots formulés par ces petits, c'est-à-dire « Maman est morte, j'ai faim ». Et ils étaient, l'armée colombienne était aidée par des Amazoniens, des gens de leur famille. Et c'est l'un d'eux, à la fin de l'opération bien sûr, l'un d'eux rencontre une tortue. Et chez eux, la tortue est sacrée. Et effectivement, celui-là, un parent à eux, fait une prière pour retrouver les enfants. Mais quelques instants plus tard, la tortue, semble-t-il, a exaucé la prière. Okay ? Mais je ne sais pas, la tortue a continué. Mais c'est un drame qui montre effectivement la volonté forte d'un pays tout entier, quelles que soient les composantes, n'est-ce pas, de partir
et de trouver ces enfants. Alors, un petit point noir, mis à part le crash et bien sûr la disparition de la mère, un petit point noir quand même, c'est qu'on n'a pas encore retrouvé Wilson. Wilson est un chien chercheur qui a participé à la recherche et on est en train de le chercher, mais on n'a pas encore retrouvé. Voilà l'actualité. J'étais très attaché à cela. Ça me réconforte et ça me réconcilie avec l'humanité à partir de toutes les informations que l'on peut recevoir de part et d'autre. Bon, c'est tout. En tout cas, c'est effectivement une réconciliation bienvenue, parce qu'il n'y a pas que de bonnes nouvelles dans ce monde. Oui, tout à fait. Mon Dieu. Alors, Guy Albert Roussin-Duhamel, merci d'être là de nouveau, très content de t'avoir. Et puis, donc je vais te poser la question rituelle, ton actualité de la semaine, qu'est-ce qui t'a manqué, qu'est-ce qui t'a interpellé? Oui, semaine fatigante quand même. Je trouvais que c'était, heureusement que les vacances approchent, je crois que c'est juillet-août, ça va nous permettre de décompresser un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, mais ça va. Je me suis beaucoup interrogé cette semaine sur le rapport qu'on a avec les réseaux sociaux, mais de plus en plus le monde connecté. On est de plus en plus connecté et l'arrivée quand même de ChatGPT dans ce milieu où l'intelligence artificielle est perçue comme étant la solution qui réglera tous les problèmes et la vérité absolue. J'essaie de voir un peu comment dans les populations, je veux dire, qui ne sont pas forcément des sciences scientifiques, où on utilise les réseaux sociaux comme un prolongement naturel des choses, quelle était la perception de ces personnes-là, notamment les jeunes publics de ChatGPT. Et qu'est-ce qu'on demandait à ChatGPT quand on est un jeune, quand on a besoin de travail, etc. Et je suis assez étonné de voir que, et si ça va dans le prolongement justement des enquêtes de terrain confrontées avec les grandes enquêtes qui sont déjà bien segmentées, et voir comment les choses évoluent chaque jour un peu sur le terrain, de voir qu'aujourd'hui le recours à ChatGPT est très limité, tout le monde en parle, très peu de personnes l'utilisent, personne ne sait vraiment comment on le télécharge, mais tout le monde a un avis dessus. Tout le monde s'envoie des WhatsApp où on parle de ChatGPT, tout le monde a un avis dessus, mais personne ne l'a jamais vraiment vu. C'est assez particulier, ça ressemble un peu à une arlésienne. Et quand on leur demande si vous avez besoin de ChatGPT, qu'est-ce que vous pouvez demander? Ils vont vous dire, on peut tout demander à ChatGPT. Alors, par exemple, on peut demander où se trouve la discothèque, quel est le programme de cinéma, le nombre d'emplois disponibles, on peut tout lui demander. Et si on va plus loin, est-ce que ChatGPT peut vous donner? Oui, il a un avis sur tout. Et il a dit des choses sur la politique. Peut-être que Justin réagira. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous enseigne. C'est-à-dire que le monde n'est plus du domaine de l'enseignement humain. C'est-à-dire que l'université, l'école, tout ça s'est dépassé. Ça veut dire qu'on peut tout savoir grâce à cette grande personne, cette grande dame, ce grand jeune homme qu'on appelle ChatGPT, et il a la science infuse. Est-ce qu'ils savent aujourd'hui, est-ce que ChatGPT apprend de nous? Non. Pour eux, c'est nous qui apprenons de lui. C'est assez problématique. Et je regardais aussi dans ces mêmes choses l'usage qu'on pouvait avoir ChatGPT dans certaines zones comme le trafic, comme effectivement le deal, comme certaines malversations, parce qu'il n'y a pas uniquement les usages vertueux. Et je constate que des opérations de blanchiment seraient, à dire certaines personnes, organisées depuis ce type de réseau. Donc, je crois qu'avec ce recul-là, je suis un peu interpellé de me demander quel sera l'usage, en tout cas dans la population générale, d'une telle application. Pour le moment, je disais bien que tout le monde en parle, mais est-ce que tout le monde l'a téléchargé? Ce n'est pas dit. Est-ce que tout le monde saura l'utiliser? C'est pas dit. Mais il y aura vivement des petites astuces et de petits conseils qui pourraient peut-être aider à l'utiliser. Est-ce que c'est un usage toujours vertueux? Je ne suis pas sûr. Mais quel pourrait être le désordre de société que ferait naître une intelligence artificielle dans un monde où la triche, la ruse, la malice, quelquefois l'instinct de survie, via des choses qui ne sont pas toujours légales, pourrait être amplifié par justement cette intelligence artificielle. C'est une question que je me pose à poursuivre, en tout cas en termes d'observation. Belle question, effectivement, belle question. Moi-même, je suis assailli par des commentaires de divers amis à propos de ChatGPT. Et effectivement, on va s'y intéresser. De toutes les façons, il faudra qu'on se questionne là-dessus. Et on ne présente plus Justin Daniel. Comment vas-tu? Politiste ou politologue? Tu vas nous expliquer ça. Comment vas-tu et quelle est ton actualité de la semaine? Très heureux de t'avoir sur le plateau pour nous éclairer de ta science.
Bonsoir à tous et bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Politiste ou politologue, moi je fais bien la différence. Le politiste, c'est celui qui est spécialiste d'une discipline qui est constituée comme telle dans le champ académique et qui enseigne la dite discipline, donc à savoir la science politique, et poursuit des recherches dans ce domaine-là. La politologie peut être entendue de deux façons, soit comme une branche de la science politique, celle qui s'occupe plus particulièrement de l'histoire des idées politiques, soit comme celui, terme qu'affectionnent tout particulièrement les journalistes, le politologue, celui qui se livre à des commentaires plus ou moins lâches de l'actualité. Donc moi je peux avoir les deux casquettes, mais bien évidemment du point de vue professionnel, je préfère celle de politiste. Très bien. Alors, mon actualité de la semaine, c'est moins peut-être une actualité que l'accumulation de toute une série de faits qui nous renvoient à des enjeux majeurs, donc, y compris pour la Martinique. Bon, ce que j'ai observé, c'est que nous continuons à noter ce défilé de ministres sur nos territoires, donc la Martinique, mais aussi l'ensemble des Outre-mer. Et j'imagine que cela s'inscrit dans la perspective du comité interministériel sur les Outre-mer qui doit se tenir au début du mois prochain. Et dès lors, je commence à m'interroger comme politiste sur les effets que pourrait avoir une telle instance, une telle structure sur l'avenir de nos territoires. Bon, à titre personnel, je n'en attends pas grand-chose, parce qu'un comité interministériel va donner lieu probablement à un train de mesures économiques et sociales pour faire face à une situation qui aujourd'hui est devenue insupportable dans l'ensemble des Outre-mer. Donc une forme de réponse immédiate et peut-être envisager quelques mesures un peu plus structurelles sur le long terme. Mais pour moi, là n'est pas l'essentiel, encore une fois, puisque je considère qu'aujourd'hui, plus que jamais, la balle n'est pas simplement dans le camp de l'État, mais dans le camp des Outre-mer, et qu'il nous appartient de produire des projets pour sortir un peu de la situation dans laquelle nous sommes. Notre fait m'a profondément marqué parce que ça renvoie là aussi à notre avenir. Ce sont les fameux méga-feux qu'on observe au Canada et qui sont totalement incontrôlables et qui révèle l'impuissance de l'homme face à une situation qu'il a probablement contribué à créer. Derrière ces méga-feux se cache, si j'ose dire, plus profondément la question du changement climatique et de ses effets sur notre planète, y compris dans notre petite Martinique où on commence à observer les effets. Alors, je ne sais pas si c'est lié à un autre phénomène climatique récurrent qu'on appelle El Niño, mais chacun a pu noter ces dernières semaines une très forte chaleur à la Martinique. Alors, il y a matière à interrogation. Donc, mais pour le reste, je crois qu'il faut vraiment que nous commencions à réfléchir à ce qu'on appelle, dans le langage savant, l'adaptation. Parce que la Martinique ne pourra pas échapper aux conséquences de ce changement climatique, le fameux retrait de côte, une partie du littoral qui sera submergé. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et il faut y penser dès maintenant. Il ne faut pas commettre l'erreur qu'on a commise pendant longtemps, qui consiste à attendre pour parer au plus pressé. Là, je crois qu'il faut avoir une démarche d'anticipation, penser éventuellement aux populations qu'il faudra déplacer parce que la Martinique, ça fait partie de la planète et c'est toute la planète qui est concernée. Très bien, merci beaucoup. D'ailleurs, le prêcheur s'en inquiète avec le projet de déplacement
d'une partie alors de toute la commune. En tout cas, merci pour vos actualités qui nous ramènent au fait que nous sommes totalement connectés, nous, territoires martiniquais, au monde. Et donc, sans plus attendre, nous allons aborder les différents thèmes qui sont proposés. Alors, le premier thème, la grande pauvreté, bien plus fréquente et beaucoup plus intense dans les départements d'outre-mer, et ça concerne donc quelques éléments dont je vais donner lecture rapidement. Hein. Donc, la moitié des gens en grande pauvreté vivent avec moins de 700 euros par mois dans les Outre-mer, en Martinique, Guadeloupe notamment, ou 1400 euros par mois pour un couple avec 2 enfants. En Guyane, ce chiffre tombe à 470 euros pour une personne seule et 1000 euros pour un couple. Et la privation matérielle et sociale est donc sévère. Et pour résumer encore, le taux de pauvreté monétaire est 2 à 4 fois supérieur dans les Outre-mer et la privation matérielle y est de 3 à 5 fois supérieure par rapport à la France. Alors Michel, je vais me retourner vers toi. Ce sont des chiffres qui sont alarmants. Oui, c'est une enquête d'ailleurs qui date de 2022, qui a été faite suivant des normes européennes. Ce qui permet les comparaisons de différents territoires. Bon. Alors, je vais lire un extrait parce que il me paraît... Alors, nous en avions parlé déjà dans notre hebdomadaire et nous avions cité l'INSEE. Plus de la moitié des Martiniquais en situation de grande pauvreté renoncent au repas protéiné. Tu avais cité ça la dernière. Avec la viande, donc. Tous les 2 jours. Oui. De fait, en Martinique, les dépenses alimentaires pèsent davantage dans le budget des plus modestes. Ils représentent 20% du budget pour les 20% des ménages martiniquais les plus modestes, contre 14% pour les 20% les plus aisés. Facteur aggravant, le niveau des prix de l'alimentaire est 38% plus élevé qu'en France, je suppose, pour certains points qu'en France hexagonale. Non, le texte de l'INSEE, je le cite, il dit qu'en France métropolitaine, autrement dit, commentaire, la misère existe en Martinique. Voilà. C'est ça que ça... Alors, il y a plusieurs éléments dans cette étude. Bon. Dans cette affaire, ce concept de très grande pauvreté se distingue du concept de pauvreté. Alors, la pauvreté, à la même époque, était évaluée à 27,8%. De la population. De la population, contre 14-15% en France. Bon. En Guadeloupe, c'est un peu plus élevé, c'est de 33%. À La Réunion, c'est 35%. Donc, en Guyane aussi. Bon. C'est-à-dire que la situation martiniquaise est moins pire, mais elle est pire. Bon. Elle est moins pire que d'une manière générale. D'ailleurs, tous les indicateurs socio-économiques calculés par les organismes officiels font toujours apparaître qu'il y a une petite différence favorable à la Martinique. Mais la réalité que ne dit pas cette étude, comment se produit et se reproduit la pauvreté. Alors, c'est là qu'intervient la dynamique des sociétés. Bon. Mais il est certain, par exemple, je prends un exemple. Une des causes identifiées du chômage, c'est quelquefois l'absence de formation. Bon. En tout cas, il y a l'étude que nous avons examinée tout à l'heure, il y a une corrélation entre le niveau de formation et le niveau d'emploi. Bon. Or, si c'est dans les ménages les plus modestes que, pour toutes sortes de raisons, il y a des carences culturelles, il n'y a pas de transmission du savoir. Par conséquent, la très grande pauvreté fait que quand on est né dans un ménage de ce type, eh on a de fortes chances de ne pas pouvoir accéder au savoir, au diplôme. Par conséquent, un des éléments de la reproduction de la pauvreté,
c'est que les inégalités ont tendance à reproduire les... Bon, je ne parle même pas de la santé. Bon, par exemple, l'obésité. Le fait de manger, d'avoir une alimentation déséquilibrée. Bon, d'avoir une alimentation déséquilibrée, eh bien, ça va reproduire des diabètes, des comorbidités, des maladies. Des comorbidités qui vont se reproduire. Par conséquent, la question qui se pose et que nous devons nous poser, c'est, tout à l'heure, tu as posé la problématique, professeur, et c'est comment changer cette dynamique. Et il semblerait que, si on fait des comparaisons dans le temps, que la situation ne s'améliore pas. C'est parce que... Alors, bien entendu, nous n'avons pas la pauvreté qu'on a connue dans les années 1945-46. 1945-46, il y avait une pauvreté absolue. Si je prends l'exemple de la santé, il y avait des maladies comme la fièvre typhoïde. Il y avait des maladies comme la tuberculose. Il y avait des maladies comme l'éléphantiasis, la Martinique. Bon, malgré tout, grâce à la sécurité sociale, ces maladies ont disparu. Ont quand même disparu. Oui. Elles ont disparu. Mais il y a des maladies qui sont des maladies qui sont connotées de manière sociale, qui frappent beaucoup plus fortement les couches les plus modestes. Voilà. D'accord, très bien. Guy Albert, donc l'ingénieur social que tu es, y a-t-il un atavisme social, y a-t-il une reproduction des difficultés de génération en génération, ton diagnostic et puis ton point de vue là-dessus, s'il te plaît? Mais je pense qu'il y a eu des mutations de société, c'est-à-dire que la pauvreté qu'on observait en 1945, qui était une pauvreté, ou en termes cliniques, c'est-à-dire qu'on voyait bien, en termes de la clinique de cette pauvreté-là, des éléments. Mais il y a une nouvelle clinique de la pauvreté, mais qui reste quand même une pauvreté beaucoup plus perfide, car elle vous donne l'impression d'avoir, mais vous n'avez en définitive rien. Et maintenant, est-ce qu'il faut peut-être déporter certains curseurs? Il faut voir que le problème dont on parle aujourd'hui et dont l'étude de l'INSEE qui est très bien faite en passage, et je salue quand même cette méthodologie, cette rigueur qui a été mise et les profondeurs bibliographiques également qui sont embarquées dans l'étude, on voit qu'on parle essentiellement de grande pauvreté. Je veux bien faire la différence entre la pauvreté et son indice et la grande pauvreté, à savoir qui touche 5 à 10 fois plus de personnes qu'en France. Je l'appellerai comme ça, j'aime pas trop mettre de superlatif derrière le mot France. Mais on voit que cette pauvreté-là n'est pas qu'alimentaire, on reviendra sur l'aspect alimentaire, mais que les gens ont du mal à s'habiller, ont du mal à envoyer leur enfant à l'école, ont du mal. Et pourtant, on assiste à un phénomène de surendettement, de simplification des mécanismes d'accès au crédit, notamment, mais ça on verra tout à l'heure comment la clinique s'est inversée. Et on voit quand même qu'il y en a quand même qui réussissent à passer, à suivre. On se dit, mais quand on regarde la population martiniquaise, quand on voit les supermarchés, avec 38% de vie chère, rappelons-le, quand on voit la consommation des gens, on se demande, mais est-ce qu'ils sont pauvres vraiment? Ou bien est-ce que c'est pas un semblant? C'est là où je disais qu'il y avait un côté perfide. Ce qu'on voit sur le terrain des gens qui sont dits pauvres, il y a quand même une bonne petite partie de ces personnes qui habitent des logements très vétustes. La vétusté du logement, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Totalement non sécurisés. Des personnes qui ne mangent pas à leur faim, des personnes dont l'enfant n'a que seul aliment de la journée, c'est la cantine scolaire. Et le matin, c'est rien. Le soir, c'est un bol de lait quand on peut avoir le bol de lait. Et le week-end, on se débrouille la plupart du temps. Il y a aussi l'assistanat de la famille, des grands-parents, comment les gens se débrouillent, la petite débrouillardise. Et puis il y a aussi une conversion derrière ça. C'est-à-dire à un moment, on dit stop. À un moment, on rentre dans une autre forme de révolte, avec le trafic notamment.
où on voit que des personnes qui étaient supposées être pauvres sont très solvables, même si elles ne le sont pas de manière très transparente sur le compte bancaire. Et on voit rentrer dans certaines cités des phénomènes de deal ou qui améliorent considérablement la vie quotidienne des personnes, voire même de manière assez indécente. Je regardais la consommation des jeunes lors des grandes manifestations comme la Baccarat, etc., des trucs comme ça, où des jeunes qui achètent des bouteilles de champagne à 2 000 euros, à 3 000 euros, dont les parents, vous voyez bien, hein, il y a le monétaire. Mais est-ce que pour autant, on peut interroger que ça n'entre pas dans la pauvreté ? C'est pour ça que je dis voilà, que les symptômes, c'est-à-dire l'aspect clinique de la pauvreté, aujourd'hui, il ne faut plus l'observer par rapport à un phénomène. C'est-à-dire à savoir qu'il a une vieille maison, il n'a pas de voiture, il a des chaussures trouées. Je pense que c'est ça, il faut sortir de cette symptomatologie discriminante qui n'est plus la même symptomatologie. Par contre, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'indépendamment de ça, l'effet de pauvreté en Martinique fait qu'on a augmenté l'insécurité, on a augmenté effectivement le trafic, etc. et qu'on n'assiste pas pour autant à des personnes qui sont pauvres, même si elles sont en réalité l'apparence d'avoir certains biens matériels. Très bien, merci beaucoup. Quand tu parles d'apparence, effectivement, on se pose la question de savoir si ces personnes sont titulaires de compte en banque, par exemple, et ont la possibilité de s'inscrire dans une ligne de crédit sur 15-20 ans. On peut avoir les minima sociaux et avoir en cash 50 000 euros. Tout à fait, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Alors, professeur Justin Daniel, la NAS martiniquaise avec plus 38% de vie chère, moins 40% de revenus, et donc la pauvreté, est-ce que c'est un cycle vicieux qui nous poursuit éternellement? Ton point de vue là-dessus? Très, très rapidement, et en écho à ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je parlerai de métamorphose de la pauvreté, qui signe en même temps une incapacité de la République à tenir ses promesses. J'essaye de mettre rapidement en perspective les phénomènes auxquels nous assistons. Rappelons-nous, 1946, l'assimilation, comme on l'appelait à l'époque, a été mise en place pour permettre l'accès à tous les droits sociaux. C'était ça, le fondement initial de la départementalisation. Sur ce point-là, on ne peut pas dire que la République a tenu sa promesse, puisque pendant longtemps, il faut savoir qu'il a fallu suppléer les carences du système de protection sociale par l'aide sociale facultative. Et à partir des années 80, on a vu arriver le RMI, qu'on appelle actuellement le RSA. Petit encart, tous les bénéficiaires du RMI à partir des années 80 arrivent aujourd'hui à l'âge de la retraite sans jamais avoir travaillé, et ce sont des clients potentiels pour les minima sociaux. Donc voilà comment cette pauvreté s'auto-entretient face à la difficulté pour la République à tenir sa promesse. Et on est confronté, au fond, à deux, pour simplifier peut-être de manière outrancière, à deux situations. Ce que je qualifierais de pauvreté diffuse, qu'on ne voit pas nécessairement. Le touriste qui débarque à la Martinique, il est victime d'une illusion d'optique. Quand on voit les routes de la Martinique, les équipements collectifs, on a l'impression d'être dans un pays développé. Mais derrière tout ça se cache une pauvreté qu'on ne voit pas immédiatement. Et puis, il y a ces poches irréductibles de pauvreté. Je me rappelle avoir mené une enquête de terrain sur les phénomènes de pauvreté, de vulnérabilité à la Martinique. Et je suis allé, par exemple, sur la côte nord-atlantique du côté de Macouba. Derrière les statistiques, on voit une réalité. On voit des personnes qui sont dans une situation de misère morale et physique. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la grande pauvreté renvoie à deux indicateurs principaux. D'abord, des conditions d'existence matérielle qui sont déplorables pour une certaine catégorie, les catégories de personnes concernées. Et puis, ce qui est encore plus grave,
c'est les phénomènes de privation qui sont associés à ces situations. Donc on a aujourd'hui, on a peine à le croire, on a aujourd'hui à la Martinique des personnes qui ne peuvent pas satisfaire leurs besoins primaires, y compris donc des repas protéinés ou tout simplement s'habiller. C'est quand même une situation extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Et donc, je pense qu'il faut aller au-delà de la vision initiale que l'on peut avoir de cette situation, qui donne l'impression parfois que la Martinique, effectivement, ressemble à une société développée, qu'on a accès à des supermarchés, que malheureusement, il faut le savoir, qu'un smartphone est plus facile d'accès pour certains que pour d'autres produits qui sont beaucoup plus nécessaires, je pense. Le superflu, là où le nécessaire fait cruellement défaut, quoi. Et donc, mais ça, c'est lié à notre société telle qu'elle s'est configurée au fil des décennies, quoi. Donc, ce qui envoie une interrogation beaucoup plus générale. Très bien, merci. Alors, maître Philippe, cher Philippe, donc les besoins primaires, s'habiller, se loger, se nourrir, se soigner et puis s'éduquer. Comment est-ce que l'État et comment est-ce que la loi n'arrive pas à permettre la satisfaction des besoins primaires des personnes en grande pauvreté? Moi, j'ai été frappé par les chiffres qui sont effectivement présentés. C'est vrai, ce sont des chiffres importants, avec des différences entre les différents pays. Eh bien, de plus, cela est corroboré par souvent des appels à l'aide pathétiques. J'écoute souvent les coups de cœur, et vous avez véritablement des appels à l'aide, mais poignants, et qui vous imprègnent. Ce matin, j'écoutais effectivement une dame qui était, je sais pas, dans un libre-service, et elle indiquait qu'elle n'avait pas d'argent suffisant pour acheter tous les condiments dont elle voulait. Si elle achetait le sucre, elle ne pouvait pas acheter le sel, ok? Et là, ce sont des situations qui sont fantastiques. Mais en même temps, tu le disais aussi, lorsque on se déplace, tu vois des voitures neuves, les routes semblent, enfin, elles sont un peu moins bien entretenues ces jours-ci. Je dis ça comme ça parce que ça secoue. Mais tu ne vois pas apparaître cette pauvreté. Mais souvent, cette pauvreté se cache, elle ne veut pas se faire voir. Et quand je faisais un peu de politique, à l'époque, j'allais dans des endroits où je savais qu'il y avait notamment des gens, des retraités, qui ne vivaient pas à l'aise et qui se trouvaient dans une situation extrêmement critique. Donc nous allions les voir et nous leur indiquions un certain nombre de droits qu'elles pouvaient avoir, parce qu'elles n'osaient pas le dire. Alors effectivement, il y a une pauvreté véritablement importante qui n'apparaît pas nécessairement. Alors, il y a un écart, effectivement, tu le disais, les jeunes, ils vont directement dans l'économie informelle, qui ne cesse malheureusement, de se développer de plus en plus, avec toute la violence, n'est-ce pas, qui apparaît. Vous avez bien vu le nom, chaque matin, vous entendez, n'est-ce pas, un jeune homme blessé ou tué, etc. Et le nombre d'accidents, il faudrait faire le nombre d'accidents de la circulation est épouvantable, puisqu'on fait. Alors je veux dire par là, alors à quoi cela est-il dû? À quoi cela est-il dû? Effectivement, Justin a repris toute l'évolution, effectivement, de notre statut et des promesses faites. Mais je vais peut-être être dur. On fait ces statistiques, je vais y revenir tout à l'heure. C'est bien faux de les faire, de les refaire, de les faire, de les refaire, de les redire. On constate. Mais pourquoi le fait-on? C'est bien pour pouvoir mettre en place des politiques sociales publiques. Ok. Or, je ne vois pas, moi, apparaître de
projet au niveau des élus actuellement, je n'en vois aucun. Il faudrait que nos politiques, ils ne sont pas tous mauvais, je ne sais pas ce que je dis, mais qu'il y ait une volonté de développement avec des projets précis, surtout qu'avec l'appel de Fort-de-France, il y a des possibilités, il y a des débats possibles, de la réflexion à partir, n'est-ce pas, de projets innovants, vu le contexte dans lequel nous sommes. Alors, je pense que nous sommes aussi un peu responsables de notre non-développement et de cette situation. Mais il faut qu'on en prenne conscience et que l'on décide de réagir. Continuer à faire des enquêtes, c'est bien, mais continuer à faire que des enquêtes, c'est pas nécessairement excellent comme situation. Alors, je me fais l'écho rapidement de ce que j'entends dans la population. Et il y a quand même des radars. Il y a l'argent pour mettre des radars dans ces routes-là, il n'y a pas de l'argent pour typer du nous. Mais enfin, bon, un radar, c'est entre 40 et 60 000 euros. Les routes sont touchées de radars. Moi, je souhaiterais... Qu'est-ce que vous dites à la population qui réagit comme ça Guy Albert. Oui, on va revenir sur les radars, on en avait parlé. Oui, oui. Oui. Non, mais c'est... On y reviendra rapidement, mais je voulais juste nuancer, parce qu'en fait, on parlait aussi de métamorphose clinique, mais aussi on parle de pauvreté polymorphe. Et ça fait intervenir dans mes travaux, d'ailleurs, je l'ai décrit à des moments, ce qu'on appelle l'expression de style. Alors, il y a aussi une culture également de la pauvreté, une identité de la pauvreté. Ça veut dire qu'on se retrouve également dans des styles, un style rural, par exemple. Des gens pauvres chez eux à Makuba, parce que Justin en faisait référence, on va la voir. Mais c'est une pauvreté qui sera empreinte d'une dignité. Ça veut dire, c'est pas parce que moi malheureux, moi peux ni encore caïman caroussi tous les dimanches. Et moi peux mettre en belle robe pour m'aller à la messe. Ça veut dire qu'il y a cette dignité qui est entretenue. Ça veut dire que on la cache. Et là, on va pas avoir forcément de grosses voitures, mais on va avoir un minimum de choses. Avec le fruit à pain. Oui, notamment. Et puis, on est très ingénieux. Mais ça, c'est le style rural. Et souvent, et puis on a une migration de style plutôt urbain. Là, il faut paraître. Et puis, il y a un troisième style, c'est le style un petit peu ghettoisé. Ça veut dire qu'on est devenu un révolté modèle bad, c'est-à-dire un bad boy, c'est le gun, c'est un style. Et ce style-là, il va enlever le masque de la pauvreté. Ça veut dire que si tu deviens un bad boy, ou pas malheureux, ou c'est un révolutionnaire, ou c'est un révolté, ça veut dire que tu as ton arme qui coûte 4 000 euros, ton fusil, tu as tout ce qu'il te faut. Avec le port des locks. Tu as ta grande chaîne, tu as ton port des locks, ou pas malheureux. Parce que le style efface ce qui pourtant est considéré comme une pauvreté extrême, il faut le savoir aussi. Je veux revenir sur les phénomènes de radar quand tu disais voilà qu'il y a ça, mais c'est encore beaucoup plus grave, c'est que les personnes non seulement sont émues, mais se demandent. Radar, oui, ça réduit il faut parce que ça réduit quand même les accidents, mais où va cet argent? Pourquoi les radars ne profitent pas davantage? Un peu comme l'octroi de mer, d'ailleurs, on aurait pu imaginer ça, au développement un peu local. Et c'est là où, effectivement, les questions se posent. Très bien. Justin, veux-tu réagir sur la réaction de la population? Je te donne la parole après. Sur les radars, si ça tourne aussi bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de voitures à la Martinique. Il y en a peut-être trop, à mon avis. Et il faudrait voir qui ça arrange. De ce point de vue-là. Et ça renvoie du même coup à notre modèle de développement, parce que nous avons, malgré les efforts, je reconnais qu'il y a des efforts qui ont été accomplis en matière de transport collectif, mais nous avons un système de transport collectif qui, à bien des égards, reste encore aujourd'hui défaillant. Donc il y a, à mon sens, trop de voitures, alors qu'on parle de transition en tout genre, et ces arrivées massives de véhicules permettent de financer un modèle économique de développement. Donc moi je pense que c'est ce modèle qu'il faut interroger aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a un accord quasi unanime pour dire que ce modèle, on ne peut plus le reconduire. Et là, je rebondis sur ce que disait Philippe Saint-Cyr. Tout à l'heure, moi j'ai dit effectivement que la République n'a pas tenu ses promesses, mais il faut aussi qu'on accepte de se regarder dans un miroir. Nous avons une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous sommes, qu'on le veuille ou non,
les complices de ce modèle qui nous a conduits dans l'impasse. Donc, interrogeons-nous sur la pertinence de ce modèle, saisissons les opportunités, l'appel de Fort-de-France et tous les prolongements pour véritablement mettre tous les problèmes sur la table, réfléchir à un projet qui serait porté par les Martiniquais, auquel ils adhèrent, et qui nous permettrait d'entrer en discussion, voire en négociation avec le gouvernement actuel. Moi, je ne vois pas d'autre issue. Très bien, merci. Michel, durabilité, solution, combattre le consumérisme et puis la mode, ce sont des déclarations d'intention, mais comment fait-on pour changer de comportement? Comment fait-on pour ne plus aller dans le centre commercial? Bon, tu appelles ça consumérisme, j'appelle ça le modèle de développement capitaliste. Tout simplement. Oui, on a plaqué. Même paix en verre, on n'en fait pas. on a plaqué sur la Martinique le modèle de consumériste qui est en vigueur dans les grands pays développés. Bon, avec une consommation de produits et en plus en créant des besoins artificiels par la publicité, par le cinéma. On rend les gens malheureux parce qu'il faut avoir un smartphone. Bon. Et je pense à la voiture, il faut avoir une voiture, un 4x4, sinon pas un 4x4, un SUV, on n'est pas quelqu'un. C'est le style. Bon, par conséquent, ça c'est le modèle de développement capitaliste. Et derrière, il y a l'accumulation de profits. C'est ça la réalité. Bon. Alors, sommes-nous responsables? Moi, je pense que nous ne sommes qu'en partie responsables. Parce que pour moi, pour nous, l'essentiel des leviers de développement, je vais prendre un exemple. Le levier principal de développement, depuis 20 ans, 30 ans, c'est les incitations à caractère fiscal, la défiscalisation. Bon. Autrement dit, tu me dis les radars, mais ce sont des choix de développement. Ce sont des choix de développement qui découlent d'une décision centrale, de l'État central. Les élus locaux, pour en avoir été un, n'ont qu'une possibilité d'action qu'à la marge. Qu'est-ce que les élus peuvent faire? Ce sont des aides économiques, des aides, mais pour donner des aides, eh bien, il faut avoir, donner des aides, il faut avoir des ressources. Et tu n'as pas de fiscalité. Et la fiscalité que tu as, on veut t'en enlever. Par conséquent, je reviens à ce que disait le professeur Daniel, c'est effectivement, il faut changer le modèle de développement, changer le mode de gouvernance et acquérir des pouvoirs nouveaux, locaux, pour inverser cette tendance. Très bien. C'est ça. Philippe, dernière réaction, le tour de table, je le boucle pas en toi, mais aussi changer sa personne, sa relation avec les produits, une sorte de révolution copernicienne personnelle. Absolument. Et je rebondis un peu sur ce qu'a dit Justin, c'est vrai. Il faut profiter de l'appel de Fort-de-France pour pouvoir réfléchir à ce que nous sommes à l'heure actuelle, mais ce que nous pouvons être. Le regard que nous devons porter sur nous-mêmes et le regard, n'est-ce pas, que les autres portent sur nous. Et je crois que tu as raison qu'il faut changer de gouvernance, certainement, de modalité, mais il faut que nous réfléchissions aussi à nos projets. C'est pas uniquement en changeant si nous n'avons pas de projet, on aura fait la moitié du chemin. Je suis d'accord avec toi, il faut changer les modalités de répartition. Mais il faut que nous puissions avoir des projets de développement. Enfin, il y a une, comment dirais-je, des potentialités fantastiques dans notre territoire, tel qu'il se trouve dans la transition écologique. Il y a des tas de choses que nous pouvons faire. Donc, il faut que nous-mêmes, nous prenions en main et que nous proposions des projets. Il faut absolument que nous réfléchissions, que nous nous mettions au travail. Très bien. D'accord.
Juste un mot. Pas une ingénierie sociale. Non. Même que de ça découle une ingénierie sociale, c'est ce qui nous manque aussi. Tout à fait. Non, mais les deux, ce que dit Philippe, ouais, les deux sont liés. L'un renvoie à l'autre. Je dirais, l'un renvoie à l'autre de manière dialectique. D'accord, de manière, et non, mais il est évident. Bon, il y a quand même. De manière démonstrative, de manière dialectique, bon. J'ai quand même vu le Congrès des élus martiniquais a fait un diagnostic et a fait quand même un certain nombre de préconisations. Bon, un document important. Bon, mais la conclusion, je l'attends. Oui. La conclusion, c'est que, et ce document, à mon avis, mériterait d'être publié. Toutes les préconisations, on met en face qui peut le faire. Je trouve ça intéressant. Bon, par exemple, on dit, ben ça dépend des communes. Ça dépend des EPCI. Ça dépend de la collectivité territoriale. Mais la plupart des choses qu'on veut faire, je m'excuse, les 3 quarts, c'est l'État. C'est l'État. Par conséquent, la Martinique a un modèle de développement qui est déterminé par une superstructure qui se trouve l'Europe et par une autre superstructure qui s'appelle l'État. Si je peux nuancer très rapidement, c'est vrai qu'il y a une tension notamment entre ce qui relève de la politique économique, qui est de la compétence de l'État, et la politique de développement économique, qui est de la compétence locale. Et on n'a jamais, à ma connaissance, pensé l'articulation entre les deux. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Parce que, je suis d'accord avec toi, comment peut-on mettre en place une politique de développement économique lorsqu'elle est très fortement contrainte en amont par les choix faits par l'État? Cela dit, il nous appartient également de peser sur ces choix-là. Et moi, ce que je regrette, pour avoir observé depuis les années 60 du siècle dernier, tous les dispositifs qui ont été mis en place, moi, ce que je regrette, c'est que les élus locaux n'ont pas cherché à peser sur les choix faits par l'État. Pour autant que je me souvienne, lorsqu'on a mis en place des dispositifs de défiscalisation, nos élus ont le plus souvent, et en particulier les parlementaires, dit « Amen ». Personne n'a réfléchi sur les effets pervers que l'on observe aujourd'hui, notamment en matière de spéculation foncière. Parce que tout le monde adhérait à cette logique qui sous-tend ces choix de l'État, l'injection de capitaux, y compris sous forme défiscalisée, dans les économies. Ça pouvait satisfaire tout le monde. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il faut sortir de cette situation-là. Et il y a même une aberration. Tu permets que, puisqu'on rentre dans ce domaine, la défiscalisation est décidée au-delà d'un certain niveau par le ministère de l'économie et des finances, c'est-à-dire c'est complètement déconnecté des réalités locales. Et sur le plan local, au-dessous d'un certain niveau, je pense que c'est 25 000 euros. On négocie directement avec Bercy. C'est décidé, vous savez par qui? Par la DRFIP. Oui, je sais, Bercy. La direction. Et les secteurs qui sont aidés, il n'y a pas de corrélation. Par contre, il y a un système extrêmement complexe d'aide régionale à travers l'Agence de développement régional, qui s'appelle maintenant autrement, Martinique Active, etc. Bon, bref, Martinique Développement. Mais il n'y a pas de corrélation entre les secteurs qui sont aidés par le canal de la défiscalisation et par le canal des aides de la collectivité. Il n'y a pas de cohérence. Bon, par conséquent, nous sommes en train de vivre un système qui est aberrant, schizophrénique, je me permets cette expression. C'est ça qu'il faut modifier. Nous sommes d'accord. Très bien. Et je terminerai en disant, il faut mettre en place une planification démocratique pour revenir. Mais oui, il faut revenir à ce que De Gaulle disait. Il faut hiérarchiser les actions. Il faut faire des choix. Tu parlais de radar, il faut faire des choix. Est-ce qu'on fait une école de formation pour les jeunes? Est-ce qu'on fait une école de formation pour le créole? Ou bien on met un radar? Bon, il faut faire des choix.
Oui, bon, on a bien développé ce thème. Merci pour vos éclaircissements. Deuxième thème, enquête sur migration, famille, vieillissement. Le thème très exact, c'est ça. Et donc il y a un document qui nous a été proposé donc de l'INSEE. Alors là encore, je vais très rapidement donner quelques chiffres. Si Manuela ou Grégory peuvent mettre l'infographie à l'écran si c'est prêt. Sinon, très rapidement, on a appris que 9% des 18-79 ans n'ont pas quitté le territoire du tout. Et 65% des natifs ayant quitté l'île sont en emploi, tandis que ce chiffre tombe à 30% pour ceux qui n'ont pas quitté l'île du tout. En moyenne, donc, il y a 2,1 enfants par femme, c'est-à-dire 210 enfants pour 100 femmes, c'est comme ça qu'on le calcule. Pourquoi 210 enfants pour 100 femmes? C'est parce qu'il y a une mortalité avant la procréation qui intervient dans le cycle de la vie. Et donc, très rapidement, je précise qu'il y a une surmortalité chez les petits garçons, qui est naturelle. Et puis, il y a des jeunes filles ou des femmes qui n'enfanteront pas, ou alors qui n'arriveront pas à l'âge de la procréation. Donc, on dit 2,1 enfants par femme pour s'assurer du taux de reproduction, de renouvellement des générations. Et les quelques chiffres aujourd'hui, il y a 2,2 enfants par femmes non diplômées, mais elles ont abandonné cette histoire de familles nombreuses, pardonnez l'expression, qui était de 3,7 enfants par femme en moyenne il y a une trentaine d'années. 60% des enfants de 0 à 10 ans ont connu une période de vie monoparentale. Et puis il y a un chiffre qui était intéressant aussi, qui disait que 65% des femmes de 20 ans, que pour les 25 ans, ce sont 60% des hommes qui vivent chez leurs parents, tandis que pour les femmes, elles sont 38%, tandis que pour les personnes de 20 ans, 80% des hommes vivent encore chez leurs parents, tandis que ce chiffre tombe à 65% des femmes à 20 ans. Donc cela voudrait dire que les hommes restent plus longtemps chez leurs parents que chez les femmes. Voilà, j'ai donné quelques éléments, mais l'infographie était beaucoup plus riche que cela. Je vais me tourner vers Guy Albert pour un commentaire sur ces éléments qu'on connaissait confusément, mais dont on a quelques précisions aujourd'hui. Oui, ça reste quand même des mesures sociodémographiques pour moi. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que ça se fait. On a eu plusieurs enquêtes. La première était en 2009-2010. On connaît les mêmes méthodes. La méthode s'affine. Et puis, il y a beaucoup de publications qui viennent aussi sur ce phénomène, qui n'est pas un phénomène nouveau. Et là encore, quand je dis que c'est une société mutante, c'est-à-dire je parle de la Martinique, en tout cas, la métamorphose qu'on connaît, nous renvoie quand même à analyser deux niveaux. C'est-à-dire d'abord les causes. Les causes, elles sont pas, ça ne vient pas comme ça. C'est-à-dire que ce qu'on observe aujourd'hui, il y a forcément des causalités. Une causalité à minima. Et puis les perspectives qu'on met sur ça. Alors, à part de grands efforts, parce que je veux quand même saluer cette fois-ci la politique actuelle de la CTM, mais qui a une continuité, de s'impliquer vraiment et pas uniquement se suffire de mesures socio-démographiques. C'est-à-dire comment on fait pour aujourd'hui gérer ce problème-là, à savoir l'immigration, cette famille, ce département, enfin ce territoire qui va devenir l'un des plus vieux de France, avec toutes les comorbidités que cela suppose, et ce système de santé qui a encore du mal à juguler déjà chez ceux qui sont en bonne santé pour le moment et qui va devoir faire face dans des conditions extrêmes avec une démographie que vous savez ce qui est, à un vieillissement massif d'une population sans l'apport d'une jeunesse. Sans les actifs ou sans l'occupant. Sans les actifs, c'est-à-dire c'est grand monde qui est au chipé dit grand monde. Il faut se mettre face à une réalité. Et ça dans un avenir assez proche. Là même, Ijala. Nous jaka vivli. Ça veut dire que les pattes hors les murs, c'est qui ça? C'est ce que la cour vieux monde. On est dans un vrai problème qui demande d'aller bien plus loin
que des études et des mesures qui ne font que confirmer. C'est comme si on vous dit, voilà, que vous avez une maladie et vous allez refaire le même prélèvement sanguin pour qu'on vous redise que vous avez une maladie. Vous refaites encore le même prélèvement sanguin, mais à un moment, on prend un remède. Et c'est ce médicament qui nous manque. Et c'est là où je vois que les perspectives vont venir. Juste 2 mots. Ça veut dire, quand je vois que les gens partent, alors il y a qu'à partir Pucci. Alors, ça, ils partent, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de culture, il n'y a rien du tout. Le pays, c'est moribond. Et puis la vie, c'est beaucoup mieux ailleurs, n'est-ce pas, hein? Et on essaie de les faire revenir, c'est-à-dire à les virer. On a bien vu récemment, porter au Sénat une grande mesure de aller virer. On voit effectivement qu'on essaie de créer de l'emploi de toutes nos forces, mais ça ne tient pas, parce que cet emploi, il est précaire. Et ce sont des simulacres, la plupart du temps, d'emplois qui sont créés. Et puis on voit quand même que, ici Justin a eu très raison de faire la différence entre le socle économique porté par le national, en termes politiques, et puis le développement qui nous incombe de mettre en place. On voit encore l'incitation à se reproduire. Je dis ça à dessein, hein, quand je dis même à se dupliquer. Hein, on va peut-être dire comme ça. À faire des enfants. Oui, on va à se dupliquer. C'est même un peu chimérique. Ça veut dire, on peut même solvabiliser les naissances. Mais ça fonctionne très peu, ça aussi. Ah oui. Et puis, on a encore une autre tentative à dire la silver economy. C'est-à-dire qu'on va tout miser dessus. On n'a pas besoin de ChatGPT quand même, hein, pour comprendre qu'on fait fausse route depuis très longtemps. Les véritables causes sont aujourd'hui identitaires. Est-ce qu'on a créé un peuple de migrants? C'est peut-être même épigénétique. Je crois que la politique publique telle qu'elle est conçue, pas en Martinique, hein, parce que je pense qu'il y a des efforts des collectivités, mais tel que l'État français est en train de nous harceler de promesses, de choses comme ça, on va faire, etc. Et puis de nous discriminer, voire même de nous injurier aussi, hein, parce que si ça part bon, c'est aussi faute nous. À la limite, vous avez tout pour pouvoir être un pays heureux, n'est-ce pas? Regardez la mer, même si ça des sargasses quelquefois. Mais on a tout ce qu'il faut. Mais je crois qu'aujourd'hui, que tant qu'on ne va pas repenser, et c'est ce que je voulais dire aussi, la question 1 sur la pauvreté, il s'agit bien de phénomènes typiques des territoires anciennement esclavagisés, colonisés, et peut-être encore dans un processus de décolonialisation totalement inabouti, un échec total qui devrait peut-être nécessiter des politiques publiques de réhabilitation, voire même de réparation. Très bien. Justin, je te donne la parole ensuite. Guy Albert parlait d'une terre de migrants. Les Haïtiens partent. Il y a une diaspora haïtienne qui représente environ 33% de la population haïtienne et qui, par les remises, ramène des devises dans le pays. Il est difficile de ne pas faire la comparaison. Une comparaison n'est pas raison. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais revenir très, très rapidement sur ce que nous a dit Guy Albert. Ce document donc, qui a été rendu public cette semaine fourmille d'indicateurs intéressants, même si effectivement certains ne font que reprendre ce que nous savons déjà. Et il y a des éléments sur la fécondité, sur le poids du monoparental dans une société comme la nôtre, sur la mobilité. Et en matière de mobilité, j'ai noté qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui partent, qui quittent le territoire, mais avec un espoir de retour qui souvent n'est pas honoré. Donc, c'est à travers les politiques publiques, c'est à nous de faire en sorte que cet espoir se transforme en espérance un jour pour que les jeunes puissent revenir au pays. Mais ça dépend des politiques publiques qui seront élaborées et mises en œuvre à la fois par l'État et par les autorités locales. Juste un mot sur la silver economy, et là je partage tout à fait le point de vue de Guy Albert. Ça a été agité comme une sorte de drapeau, mais ça entre en résonance avec ce que nous disions précédemment. Comment vous faites pour financer une silver economy avec des retraités qui sont pour la plupart d'entre eux, enfin pour une forte majorité, en situation de pauvreté. Ça n'est pas possible. Donc la silver economy ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de création de plus-value.
Et là aussi, ça nous renvoie à nous-mêmes et à notre modèle de développement. Alors, quant à la comparaison avec Haïti, nous ne sommes pas du tout dans la même situation, puisque institutionnellement, la Martinique fait partie de l'ensemble franco-européen. Ici, le même système qui est à l'œuvre. Donc, on ne peut pas financer l'économie de la Martinique avec des remises. Des remises. Ça n'est pas possible. L'économie de la Martinique doit être financée en s'appuyant sur notre potentiel et nos atouts, à nous de les valoriser. Très bien. Michel. Bon, je ne vais pas revenir sur les résultats de cette étude. De toute façon, nous allons, je profite de ce micro pour annoncer quand même que Justice va consacrer au moins une double page à ce document parce que, comme l'a dit Justin Daniel, ce document quand même fourmille d'indicateurs intéressants. Et si nous voulons avancer, si nous voulons changer les choses, il nous faut prendre bien la mesure de la situation que nous vivons et pas simplement des impressions. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a 10 ans, j'ai eu la chance d'assister à la présentation de la première étude. Bon. Et entre-temps, Claude Valentin-Marie a milité pour faire une deuxième étude, mais plus spécifiquement sur... C'était une étude qui était faite par l'INDED, dans l'ensemble national français, mais cette fois-ci, c'est une étude qui a été faite spécifiquement à partir des spécificités du département d'outre-mer. Donc la méthodologie elle-même a mieux pris en compte les réalités socio-démographiques de nos pays. L'INED, c'est l'Institut national des études démographiques. Alors, oui, l'INED. Alors, je dois quand même dire que, en plus, il se trouve que cette étude a été financée en grande partie localement. Et pour moitié par le pouvoir déconcentré, c'est-à-dire le préfet, et pour moitié par la CTM. Bon, à l'époque du mandat, le précédent mandat. Bon. Et donc, c'est l'idée que nous vivons un phénomène qui est spécifique. Le vieillissement, la baisse de la fécondité, la baisse de la population touche plus particulièrement la Martinique, un peu moins la Guadeloupe et certainement pas la Guyane, la Réunion et Mayotte. Donc, de ce point de vue-là, les politiques publiques de l'État, jusqu'à présent, ne tiennent pas compte de la crise démographique que vit la Martinique. Ça, c'est une première chose qui est importante. Il faut porter cela devant l'État. Parce que la politique de démographie, ce n'est pas une politique locale. Les politiques démographiques, on peut prendre des mesures immédiates. La politique de démographie, il y a des mesures immédiates pour éteindre l'incendie. Bon. Mais il y a des politiques, les crèches, la formation, etc. C'est des politiques qui n'auront d'effet que des dizaines d'années. La situation actuelle, en grande partie, elle résulte de décisions qui étaient prises en 1963 avec le Bébinôme. Bon, et ça a eu des... Bon, par conséquent, nous devons... je voudrais terminer que ce phénomène de baisse des populations, il existe même dans des grands pays comme l'Allemagne. Angela Merkel a pris la décision, elle a fait deux choses. Elle a fait une politique démographique d'aide pour inciter les femmes allemandes à faire des enfants. Et oui. Et puis, elle a fait une politique d'immigration. Ouais. 800 000 Syriens. Et c'est peut-être qu'il faudrait accueillir les Haïtiens. Bon. Et moi, je suis pour une politique d'immigration caribéenne. Très bien. Bon. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous avons d'autres pays. Le Japon, etc. Mais il y a des pays qui sont frappés par le même phénomène. Les pays baltes. Estonie, Lettonie, Lituanie, etc. Avec une aspiration, comme ils veulent entrer dans l'Europe, avec une aspiration, phénomène d'aspiration des pays européens
de la jeunesse de ces pays-là. Très bien. Bon, donc il y a de quoi, nous avons de quoi trouver des modèles pour pouvoir contrer ce phénomène qui met en cause l'existence du peuple martiniquais. Tout à fait. Philippe, la Martinique n'est pas la seule à connaître ce déclin démographique. Hein. Les pays comme le Japon, comme disait de la Michel, Caraïbe aussi. Oui, de la Caraïbe Oui, aussi. c'est ça, j'allais pas aller très loin. Hein. Oui, tu as raison. Absolument. La Caraïbe, Vas-y, Philippe. Trinidad. Oui, ce que je voulais dire d'abord, c'est que ces études sont très intéressantes. Elles font apparaître effectivement nos différences par rapport au pouvoir central, par rapport à l'Hexagone. Et aussi les différences entre les différents territoires constituant l'outre-mer. Or, moi, j'ai un sentiment d'insatisfaction. Effectivement, il faut aller vers des modèles de développement adaptés au territoire et voir ce qui revient au centre et ce qui revient aux différents territoires. Mais il y a, au niveau de l'organisation juridique administrative, il manque quelque chose. Si vous voulez, il y a d'une part l'autorité centrale qui décline et qui organise une politique générale, et puis il y a, appelons-le l'outre-mer, c'est encore l'outre-mer, peu importe. Et au niveau de l'outre-mer, il y a nécessairement des différences, ok. Mais au sein de l'outre-mer, chacun des territoires a une histoire propre, une organisation sociale propre, une culture propre. Donc, il faudrait que l'on puisse, je ne suis pas publiciste, hein, je suis qu'un modèle maritimiste, mais il faudrait que l'on puisse, et c'est ce que dit notre collègue d'origine réunionnaise, revoir un peu ces fameux articles 74-75 et voir comment on peut organiser une répartition des pouvoirs, une répartition des compétences, c'est-à-dire ce que j'appelle moi la boîte à outils, qui serait la possibilité d'avoir un groupe outre-mer face à l'autorité centrale et au niveau de ce cadre, la possibilité pour chacun des territoires de déterminer les pouvoirs et les compétences et la réalité de la politique à mettre sur le terrain. Je ne sais pas si Oui, très bien, très bien. Et je crois là qu'il faut que nos juristes évoluent dans cette organisation. Et nous devons, je ne parle pas d'indépendance ou d'autre chose, c'est pas la peine de parler de ça, mais qu'on s'organise, qu'on puisse effectivement mettre en application les conséquences des différentes statistiques qui se renouvellent, c'est chaque fois les mêmes chiffres, on n'est pas étonné par ce qui se passe. Donc je crois que l'effort doit se faire là, je reviens à l'appel de Fort-de-France, je reviens au Congrès des élus, et c'est là que l'on doit mettre en place une structuration très originale et très innovante. Autour d'un projet, bien sûr. Les projets sont nécessaires, mais il faut voir aussi comment on peut y réfléchir et comment les organiser. Et je fais référence à une juriste que j'admire beaucoup, décédée, c'est Mireille Delmas-Marty. Magnifique, elle définit le jury. J'essayais de l'expliquer à notre ami économiste, je ne veux rien entendre. Je pense que la mission du juriste évolue nécessairement. Ok. Alors celui qui est le juriste, n'est-ce pas, Radépacrète, qui défend un précaré, qui interprète. Ok. Bon, ChatGPT va peut-être les remplacer, je ne sais pas. Bon. Mais comme dit Mireille Delmas-Marty, le juriste, ça doit être un paysan, un paysager et un architecte. C'est-à-dire imaginer le cadre qui convient le mieux à l'environnement, et puis l'architecte qui doit être dans la verticalité, c'est-à-dire faire en sorte que la justice, l'éthique soient respectées. Mais je crois qu'il faut aller dans cette direction-là. J'en ai terminé. Alors je suis un rêveur, hein, c'est évident. J'essaie d'éviter de faire des cauchemars, qu'on reste, n'est-ce pas,
C'est peut-être une utopie fondatrice. Voilà. Fondatrice, absolument juste. L'utopie est nécessaire, effectivement. Bon, merci pour le clin d'œil progressiste. C'est gentil. Voilà, donc, alors là, on a passé du temps sur les 2 premiers thèmes, donc je vais vous demander d'être un petit peu moins loquace sur les suivants. Alors, le groupement d'intérêt public, donc la fameuse sortie d'indivision et titre commun Martinique, le groupement d'intérêt public SITM, a tenu sa première assemblée générale d'installation à la résidence territoriale Châteauclair à Fort-de-France. Et effectivement, on se trouve devant une volonté de faire contribuer l'État, la CTM, la Chambre des notaires et l'Association des maires, ainsi que le Conseil régional anti-Guyane des géomètres experts, qui souhaiteraient mettre leurs compétences ensemble de manière à permettre à ce que les successions s'organisent et puis que l'indivision n'handicape pas notre territoire. Je me tourne vers toi, Justin. Ton commentaire là-dessus ? Moi, je ne peux que saluer cette initiative. Moi, je crois qu'il faut absolument qu'on sorte de cette situation terrible à la Martinique où les successions ne sont pas réglées. Et je déplore un discours que j'entends ici et là, qui consiste à dire nous avons une vieille tradition qui consiste à simplement léguer un bout de terrain sur la foi d'une simple parole. Il faut sortir de ce contexte-là, d'autant plus que le foncier il se fait rare à la Martinique. Il y a une très forte pression sur le foncier et on peut libérer, me semble-t-il, des terrains pour des usages multiples, quoi. Donc, moi, je crois que ce choix-là, cette option, va véritablement dans le bon sens et moi, je suis tout à fait favorable. D'accord. Guy Albert, effectivement, la Martinique est handicapée, les politiques publiques le sont tout autant, et puis quand on n'a pas de titre de propriété, on ne peut pas investir. Oui, c'est vrai. Je ne peux que saluer effectivement la création de ce GIP. Je rappelle quand même qu'on est quand même sur des lettres et contrats, c'est 10 ans. Et je rappelle aussi qu'en 4 ans, il a été très très difficile de mettre en œuvre, je veux dire, ce type de procédure. Oui. Donc il ne faut pas croire qu'on sera dans quelque chose de simple. Une seule succession a pu être bénéficiée de cette loi-là. Je crois que ça va produire la loi Letchimy. Ça va produire un droit généré, jurisprudentiel pour le moment. Explique s'il te plaît. Droit généré. Ça veut dire que là, pour le moment, on a une loi. C'est-à-dire c'est une source du droit, c'est la loi dit, donc il y a forcément une norme. Mais indépendamment de ça, il va avoir l'application doctrinale, comment passe-t-il la doctrine, et puis un GIP, c'est quand même un organe exécutif. Ça veut dire que ça va se poser pour fluidifier les choses, permettre l'accès au droit. Pour le moment, l'outil, il est en création. Mais il va forcément avoir une pratique administrative sur ce GIP, qui sera connu par le juge administratif. Mais là, c'est un peu technique. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que la situation aujourd'hui, elle est assez compliquée parce qu'on a d'un côté un nombre impressionnant de maisons folles. Un nombre de squats. Précise ce que c'est qu'une maison folle. Une maison folle, une maison de personnes. Moi, bon, t'es mon sauterrain, fait carré. Voilà. Et on construit sur une. C'est un grand papa. Oui, voilà, d'accord. Et personne n'est propriétaire. Et personne n'est propriétaire. On a un nombre impressionnant de maisons et les gens ne sont pas demandeurs de clarification. Mais explique, c'est surtout que celui qui a construit sa maison n'est pas propriétaire de la maison. Non, il n'est même pas qu'il n'a pas la propriété du sol. Voilà. Et la succession même du sol n'a jamais été réglée depuis des générations et des générations. Il n'y a pas même ça pour mon terrain. Donc, ce qui fait. Et puis, il y a une norme aussi de squat sous ces terrains-là. Et puis, on retrouve aussi des personnes qui estiment qu'elles sont propriétaires par succession légitime et que ce n'est pas à la loi de les rendre propriétaires. On trouve des vrais villages familiaux en Martinique où les gens sont tous... C'est un fonctionnement qui va interroger un droit coutumier. Je pose des guillemets, mais je laisse notre professeur de droit y rentrer. Un certain droit coutumier, un droit où les usages sont comme ça, et un droit où les personnes qui peuvent le revendiquer ne seront pas des requérants. Parce qu'ils n'en s'en plaignent pas. D'ailleurs, ça fait de l'épargne fiscale, semble-t-il. Et puis derrière, ça se transmet par une succession marron qui échappe à toute forme d'acte notarié. Donc ça, il faut le tenir compte. Et c'est aussi un endémisme qui vient
se calquer sur une loi très importante, mais vous voyez bien qu'en termes de production de droit, elle est un peu stérile. Tout à fait. Michel, effectivement, on échappe à la fiscalité, mais c'est peut-être pas le but de la manœuvre. Bon, moi, je crois qu'effectivement, il y a des comportements à faire évoluer dans ce domaine. Moi, ce que je vois, c'est le côté négatif. C'est les centres-bourgs dans nos communes. Quand je suis élu municipal, à Fort-de-France, nous sommes obligés, à chaque conseil municipal, c'est très difficile de constater qu'il n'y a plus de titulaires des maisons et de déclarer les biens propriété de la commune. Mais c'est une procédure extrêmement longue pour rechercher s'il n'y a pas d'héritier en Martinique, en France. Aux frais de la commune. Aux frais de la commune. Ouais, c'est la preuve démoniaque. Donc, je pense que si ce GIP peut donner un coup d'accélérateur, notamment aux différents acteurs, je pense aux notaires quand même. Parce qu'il faut que toutes ces personnes que tu as citées aillent dans la même direction et comprennent que c'est un enjeu important de développement économique et que nous avons tous nos compatriotes en France qui essaient de trouver des terrains pour revenir ici. Un des freins au retour, c'est précisément la difficulté de trouver un terrain pour construire. Très bien. Philippe, ton commentaire, parce que c'est un sujet que tu connais. Oui, j'ai essayé de faire le point là, il n'y a pas longtemps sur cette question-là. La loi Letchimy est une loi excellente, vous savez, c'est à partir de l'article 73, donc c'est pour une période déterminée, un territoire, n'est-ce pas, bien précis, qu'on a modifié les règles relatives à l'indivision. On peut, n'est-ce pas, mettre fin à l'indivision simplement par la majorité, okay, et non plus par l'unanimité des héritiers, des co-indivisaires, d'accord, ok. Oui. C'est une excellente chose, mais on n'avance pas. Pourquoi ? Liquider une succession, c'est pas simple. Hein. Ouais. C'est pas simple parce qu'il faut rechercher les différents indivisaires. Et lorsqu'effectivement, comme vous le dites, il y a des usages, notamment je donne mon terrain, n'est-ce pas, à la plus jeune de mes filles, il n'y a pas d'acte notarié. Et il y a décès sur décès. Il faut reconstituer les successions, retrouver les indivisaires. Et c'est véritablement un véritable enfer. D'où l'idée de ce GIP, effectivement, visait à appliquer cette loi de Letchimy, excellente, de 2018, pour mettre tous les acteurs, enfin, il y a l'État, il y a la CTM, il y a les géomètres, il y a les notaires, et tous ceux qui participent, n'est-ce pas, à une liquidation de l'indivision. Et c'est difficile. Parce que le texte est relativement compliqué sur le plan technique. Hein. Cette chose n'est pas possible lorsqu'il y a un indivisaire qui est réputé absent, lorsqu'il est mineur ou lorsque le conjoint occupe le domicile. Et les notaires qui vont procéder aux actes, ils sont responsables. Et les familles recomposées. On est en dehors de décisions juridiques. Ok. Donc là, effectivement, il y a une sorte de crainte et qui ralentit l'opération. Je crois qu'il faut poursuivre, mais c'est embêtant parce que le texte date de 2018. Oui. Nous sommes en 2023. 5 ans. Hein, et c'est 10 ans. Et le GIP a été mis en place il y a l'année dernière. Tout à fait mis. C'est l'Assemblée générale. Oui, mais la décision Oui. Puis il y a l'Assemblée générale. Bon, il y aura le bureau, mais c'est quand même. Je veux dire, je terminerai par là. Mais c'est une catastrophe économique. Oui. 40% du foncier est indisponible. Et ce que tu dis est absolument exact. Ce qui empêche à nos jeunes, n'est-ce pas,
de revenir puisqu'ils n'ont pas la possibilité de se loger juridiquement avec le problème de la bulle immobilière, la spéculation, n'est-ce pas, qui fait monter les prix. Bon, alors effectivement, il y a un problème et j'espère que le GIP va trouver sa vitesse. Faisons confiance à notre président de la collectivité territoriale de la Martinique, car c'est lui qui est l'auteur de cette loi et je pense j'ai vu sa dernière interview, il a l'air absolument déterminé à ce que les choses avancent. Il faut que les choses avancent. Mais il ne faut pas non plus oublier l'histoire de l'attribution foncière en Martinique, c'est-à-dire comment on est devenu propriétaire. Parce qu'il y a quand même une histoire, comment les familles martiniquaises se sont retrouvées à propriété. Il ne faut pas oublier non plus l'histoire des quartiers, comme le quartier Trenel, les quartiers Terre-Saint-Ville, les quartiers spontanés, qu'on appelle l'urbanisation spontanée. Je crois qu'il y a quand même derrière cela toute une posture, à la fois identitaire du Martiniquais, qui ne va pas complexifier les choses, qui va embêter, parce qu'en réalité, les personnes, le mot papier a un sens, c'est-à-dire comme le cas de voilà, mon papier, t'aimes. Ça a une valeur. Mais comme moi, m'a toujours dit, moi, c'est ta main. Et il y a vraiment un besoin d'éducation, et je pense qu'à un moment, on aura besoin, je reviens au travail social aussi, on aura peut-être besoin aussi d'accompagner socialement ces choses-là, car c'est pas qu'une pédagogie administrative et juridique, mais il faudra réexpliquer aux gens avec des mots beaucoup plus simples qu'est-ce que ça veut dire une indivision, une propriété, etc. Je voudrais deux observations. D'une part, la preuve de la propriété, tu sais comment on l'appelle en droit, c'est la probatio diabolica. C'est la preuve diabolique. Bon. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu aller plus avant? C'est que c'est pas facile dans la vision de la résorption de ce problème de l'indivision. Effectivement, tu as employé le terme d'usage, de coutume. Et il y a des usages et des coutumes, usages très particuliers, coutumes très particuliers, où nos compatriotes sont persuadés que du fait que l'auteur lui dit je te donne cette parcelle, c'est délimité. Tout le monde fait ça. Oui, et tu n'as pas de preuve. Alors il faut aller effectivement par l'usucapion pour rapporter la preuve. Alors les familles recomposées ne facilitent pas ça, et puis mais oui, non. Mais c'est un problème essentiel. Je pense qu'il faudra aller beaucoup plus loin. Et qui va constituer la jurisprudence de cette loi-là, parce qu'en fait, on n'est pas encore là, mais la jurisprudence va devoir tenir compte de tout ça aussi. D'accord, très bien. Elle a une durée de vie de 10 ans, la loi. Donc après la loi, il n'y a plus de jurisprudence. Est-ce qu'elle peut être reconduite Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Bon, peut-être dans d'autres objectifs ou d'autres moyens à mettre à disposition. Avec un rapport empirique aussi. On arrête sur cette note optimiste. Oui, tout à fait. Alors, continuité territoriale, la proposition de loi a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, Michel, qui n'aime pas ce terme, alors je te donne la parole d'abord. C'est pas lui qui en est à l'origine. La fameuse continuité territoriale. J'ai lu d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt un article de notre confrère Nouvelles Étincelles, qui est l'organe du Parti communiste européen, qui fait une analyse plus fouillée que la mienne d'ailleurs, sur le contenu du concept de continuité territoriale. Mais ceci dit, ce qui a été voté, c'est qu'il faut relever le plafond pour l'aide que donne la DOM, et qu'il faut, alors, n'ont pas été jusqu'au bout, il faut créer un statut de résident, un peu comme en Corse. Mais et puis, alors, il y a eu, à l'occasion de cette loi, il y a eu le Rassemblement national, ça va te faire plaisir, qui a proposé la suppression de l'octroi de mer. Ah oui, tu vois, je suis au 7e ciel, merci. Donc, alors, le problème, c'est que la loi réaffirme un certain nombre de principes. Bon. Mais elle n'en rentre pas dans les détails. Elle ne dit pas, par exemple, il faudra accorder une aide de 2 000 € pour tous ceux qui ont revenu inférieur à 25 000 € annuels, par exemple. Ça, on laisse ça au... Alors, M. Carinco a fait des amendements, d'après ce que j'ai lu, il a fait des amendements au cours de ce débat, et il a promis que il y aura des propositions au SIOM. Donc, c'est aussi... En réalité, le vote de cette loi, c'est un cadre juridique qui réaffirme sur le principe de la continuité
continuité territoriale, mais qui ne résout pas les problèmes. D'accord. Philippe, cette continuité territoriale. Oui, sur le principe, je trouve que c'est une bonne chose, mais il y a quelque chose qui m'interpelle quand même, c'est que je pense que ce type de problématique devrait être soumis de façon coordonnée par nos parlementaires. Parce qu'il y a Olivier Servat, effectivement, qui a fait adopter la proposition de loi sur la continuité territoriale, et qui en même temps, le travail de Catherine Conconne, qui aboutit à un rapport. Et c'est pas, ça fait un peu désordre. J'ai lu le texte proposé par, voté par Servat. Oui, c'est un texte intéressant. Il prévoit des hypothèses, n'est-ce pas, dans lesquelles on peut intervenir. Effectivement, tout est reporté au SIOM. Hein. Absolument. Il n'y a rien de préciser de façon tarifaire, sinon un rappel, n'est-ce pas, que les corps sont combien, 257 € par habitant pour la continuité, et nous 16. Nous 16 €. Bon, il faut attendre et voir. Alors, Justin, est-ce qu'une proposition de loi est moins efficace qu'une proposition venant du gouvernement Non, elle n'est pas nécessairement moins efficace. Si elle est soutenue par le gouvernement, elle peut aboutir. Mais je rappelle que nous en sommes qu'au tout début de la procédure. Parce que c'est une proposition de loi qui a bénéficié de la niche parlementaire du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale. Donc elle doit poursuivre son chemin, examen au Sénat et revenir devant l'Assemblée nationale. Mais peut-être entre-temps, son objet aura été défini. Ou son contenu aura été remis en cause. Tout dépend de l'articulation qu'on trouvera avec le fameux SIOM du début du mois prochain, quoi. Est-ce que la proposition de loi peut devenir un projet de loi du gouvernement? Non. Non, c'est une proposition de loi. Donc la différence, hein, pour que les téléspectateurs comprennent bien, un projet de loi émane du gouvernement. Oui. Donc, il est adopté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, et il est présenté devant le Parlement, soit d'abord devant l'Assemblée nationale, soit devant le Sénat. Tout dépend de son objet. Une proposition de loi émane des parlementaires. Mais à la limite, une proposition de loi peut émaner d'un citoyen. Hein. Nous pouvons parfaitement faire une proposition. Ah ben oui, absolument. Et la transmettre à un parlementaire qui se chargera de la présenter devant le Parlement. Quoi. D'accord, très bien. Guy Albert, ton point de vue là-dessus? Oui, pour moi, c'est une très belle initiative, même s'il y a des trucs dans le... Michel disait ici, il y a quelques semaines, il faut prendre la Martinique, aller à l'emporte-avions et puis mener en France. Je te cite, hein, Michel. Qu'est-ce que je dis? Marrer la Martinique à l'emporte-avions puis aller mener la France. C'est Michel qui avait dit ça ici, sur ce plateau. C'est ça. La continuité territoriale, c'est une vision, je dirais, qui veut penser que il faut supprimer les kilomètres entre la Martinique et la France. Bon, c'est une vision tout à fait utopique. Voilà. C'est une fiction juridique. Donc, c'est une... Alors, vas-y, Guy Albert. Dans ce que disait Michel, je me suis inspiré par qu'il disait, voilà. Donc, je pense qu'il y a des mots quand même qui me choquent, comme effectivement le remplacer le mot métropole par le mot hexagonal, ça ne fait que renforcer le colonialisme de toute façon. Comme des mots principe, renforcer le principe, je pense qu'il faut le construire, mais je pense que le mot le plus consacré pour moi, ce serait le repenser. Il faudrait vraiment redonner, réinventer la notion de continuité territoriale et penser la Martinique comme un territoire me gêne, parce que la Martinique est déjà un territoire à part entière, comme la France est un territoire. C'est-à-dire que c'est repenser la continuité républicaine. Et je crois que c'est là où ça ceux qui présentaient là me va très bien. C'est un texte qui est de la Lyotte, je rappelle, mais je n'ai aucun... Enfin bref, je suis tellement désabusé. Ça va passer au Sénat. Ça va être massacré. Avec les amendements vont suivre. N'oublions pas qui peuple le Sénat. Oui. Vous imaginez que vous allez avoir un texte de cette nature. Donc je pense qu'en discuter aujourd'hui de ce texte-là, c'est faire d'un premier jet artistique. On s'en souviendra. Bon. Il avait été écrit. Eh bien, comme le temps qui nous était imparti achevé, juste un mot. On ne peut pas ne pas avoir une pensée pour le vigile qui a été abattu devant l'espace
loisirs, C'est un d'oasis. vigile, c'est pas Oui, c'était un vigile qui avait une profession, qui était installé, qui était plombier, et puis qui venait travailler comme ça, C'était faire pas des... un assistant, je sais pas, Oui, peu importe, oui. un vigile. En tout cas, c'était pas sa Oui, d'accord, profession. oui, il était- d'accord, ok. Donc, moi, je C'était souhaiterais atroce. vous entendre Ah, oui, bien juste sûr. quelques mots et puis une pensée pour sa famille, pour son enfant et Michel. Oui, bon, je crois que nous devons redire ce que nous avons dit ici déjà à plusieurs reprises sur les problèmes de la violence, de la circulation des armes. Et probablement, on ne sait pas encore, mais peut-être que c'est un règlement de compte entre bandes rivales, que ça nous renvoie à un problème de fond. C'est que, comme nous l'avons dit, prévention, répression, insertion. C'est les trois trucs. Avec ceci, c'est que nous devons, je vais ajouter ceci, nous devons mettre en place dans la prévention une éducation beaucoup plus directive. Martial. T'as envie de Mais dire... tu vois, tu sais que je suis un pratiquant de l'arts martiaux. Bon, quand on m'emmène... J'ai un parent, tiens, la semaine dernière, qui m'a amené un gamin qui a 9 ans. Il m'a dit, il est turbulent. Je vous l'emmène, monsieur Branchy, parce que je veux que vous lui appreniez la discipline. Eh bien, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça s'appendait là. Bon, moi, je crois que la Martinique ne peut pas continuer à rouler comme ça vers son autodestruction si il n'y a pas... Alors, il faut une réaction des autorités morales, des autorités religieuses, de l'éducation nationale, du secteur associatif, et puis aussi les moyens qu'on donne à la police, à la gendarmerie, pour détruire les réseaux qui font qu'à la Martinique, tu as parlé de la Colombie tout à l'heure, mais la Martinique devient un département de la Colombie. Bon. Voilà. Justin, est-ce que ce sont des décisions politiques qu'il faut prendre là? Très clairement. D'abord, je voudrais m'associer à cette pensée à l'endroit de la famille, de la victime. C'est très triste ce qui se passe à la Martinique. Me revient en mémoire un colloque que nous avons organisé sur le campus de Schellcher en 1994, et j'avais fait venir les collègues et amis de l'Université des West Indies, de Porto Rico, etc. Et quand ils ont débarqué à la Martinique, sur le campus de Schellcher, ils m'ont dit où se trouve le département de criminologie. Je leur ai dit, nous, on n'en a pas. Dans tous les territoires de la Caraïbe existent dans les universités ce département. Parce qu'à l'époque, le besoin ne se faisait pas ressentir. Aujourd'hui, la violence a atteint un tel niveau à la Martinique que la question se pose. On a fini par s'aligner sur ces territoires en matière de violence. Ça veut dire qu'effectivement, la situation est devenue dramatique et elle ne cesse de se dégrader. Et moi, je m'associe tout à fait à l'appui que nous propose Michel. De ce point de vue-là, nous sommes en phase totale lorsqu'il a pris, c'est-à-dire la prévention, la répression et l'insertion. Donc nous avons un tissu social qui est complètement dégradé. On a beaucoup de jeunes notamment qui n'ont pas de perspective et qui se recyclent dans des trafics en tout genre et qui favorisent cette mutation de la violence qui aujourd'hui se base essentiellement sur les armes à feu. Dans les années 70, Fossanti titrait « Rome plus Koutla égale crime ». Et bon, à l'époque, c'était surtout des crimes de voisinage, ce qu'on appelle des crimes passionnels. Des rixes, des crimes passionnels, oui. Qu'on appelle aujourd'hui, malheureusement, là aussi, il y a à s'interroger des féminicides. Aujourd'hui, Fossanti ne pourrait plus titrer ça. Donc, parce que ce sont les armes les armes à feu qui parlent dans ce pays, et c'est quand même terrible. Donc, il faut prendre le problème à bras le corps dans toutes ces dimensions. Et je ne crois pas
qu'il faille se contenter de solliciter de la part de l'État des forces de l'ordre supplémentaires. Non, c'est une approche globale, multidimensionnelle pour que ce pays puisse s'en sortir. Guy Albert, bien évidemment, l'accompagnement social de ces populations-là est insuffisant. Oui, déjà, m'incliner devant quand même cet homme qui laisse sa vie à 32 ans, on voit bien que c'est pas... On aurait pu s'en passer. C'est le 12e homicide depuis le début de l'année, c'est le 9e par arme à feu. Je crois que rien ne justifie autant de violence. Ça, je veux vraiment qu'on le dise. On ne peut pas excuser ça. Mais cela étant dit, dans les contextes que nous vivons, ça nous renvoie exactement à la question 1 de cette émission. La grande pauvreté, bien plus fréquente chez nous. Et ses métamorphoses, son polymorphisme et ses styles. Ça veut dire l'expression de ce que nous vivons là, à travers cet armement massif, cette insécurité. Tu en parlais tout à l'heure du prix, de prévention, répression, insertion, je veux bien. Mais là encore, indépendamment des concepts, faisons-les vivre. En prévention, nous pas ni rien. Ce ne sont pas la prévention n'est pas de la dissuasion. Je me rappelle quand nous étions petits, on jouait, on disait souvent l'aton fait ça, c'est-à-dire sous fait ça. Sanction. Ouais. Sanction, c'est l'aton, c'est-à-dire. Et tu vois, on était dans la provocation. Et on voit bien que la politique aujourd'hui, telle que nous vivons cette politique en Martinique, on est un monde frustré, provoqué en permanence, une provocation permanente. Mais là, il faut prévenir justement ce débordement. Et là encore, tu l'as dit, c'est le travail social, c'est l'accompagnement de proximité, c'est des relais, et puis la répression quand on passe le cap. Et puis surtout, pas l'insertion, mais la réinsertion toutes les fois qu'il sera nécessaire. D'accord. Philippe, le juriste est interloqué. On en a déjà parlé. Nous, les Fouillalais de souche, nous sommes un petit peu tristes de voir que cette violence touche tous les territoires. C'est insupportable. Ce jeune homme, il n'avait que 30 ans. Il a perdu la vie dans des conditions pareilles. Je ne sais pas si c'est un règlement de compte, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est il y avait des individus qui avaient créé un désordre à l'intérieur de l'Oasis. Ils ont été mis à la porte. Okay, et une fois mis à la porte, ils sont revenus avec des armes. Et ils ont tiré à travers le portail. Okay, et c'est à cette occasion-là que ce jeune homme a perdu la vie. C'est vraiment insupportable et malheureusement cette violence ne fait que se développer et elle est de plus en plus intense. Il faut effectivement qu'il y ait des forces de police qui interviennent. On ne peut pas ne pas le faire. Mais effectivement, il y a un problème fondamental qui touche notre société, mais pas que notre société, vous savez. Il y a un chiffre qui m'avait interpellé, que tu as cité d'ailleurs, à partir de l'enquête. 60% des enfants martiniquais ont connu, n'est-ce pas, dans leur enfance, de 0 à 10 ans, une période de monoparentalité. Ça veut dire beaucoup de choses. Ok ? Tu n'as plus le cadre familial permanent qui a pour objectif l'éducation. Je dis bien l'éducation. Les anciens... On ne parlait pas de ministère de l'Éducation, on parlait de ministère de l'Instruction publique. L'instruction, c'est à la charge de l'État, et l'éducation, c'est dans le cadre familial. Alors, il y a une série de réflexions à mettre en œuvre à partir de l'évolution du cadre familial, c'est une chose, et à partir effectivement du fait que de nombreux jeunes, vu l'état de pauvreté, de non-développement économique, sont amenés à aller dans ces directions. Et moi, je suis absolument persuadé que l'une des voies de solution, c'est celle qu'il faut mettre en place et que nous menons en place, c'est-à-dire la formation. Et la formation dans tous les niveaux, la formation professionnelle, dans tous les niveaux, et monter nos jeunes à un certain niveau et faire en sorte, n'est-ce pas, qu'ils restent sur place et qu'ils participent et qu'ils inventent aussi notre développement. Mais je crois que c'est l'un des axes forts. Et puis le reste, la disparition de la drogue, des armes. Mais nous sommes une île. Je ne sais pas comment nous allons faire pour arriver à ça. Il y a des procédés technologiques. Maintenant, les drones, les radars. Bon. Oui, bon. Mais la situation est de plus en plus inquiétante. Hein. Oui, il n'y a pas un jour
Vous n'entendez pas parler, n'est-ce pas, d'une blessure, mort par balle, blessure par balle, arme blanche, mais c'est invraisemblable. Si tu savais effectivement à quel point dernièrement, il y a un homme qui sortait d'un restaurant à Fort-de-France, il a reçu un coup de fusil pour qu'on lui vole sa chaîne. Alors aujourd'hui, on s'interroge de savoir comment on sort, est-ce que madame va pouvoir mettre son petit collier. Enfin, c'est terrible quand même. Hein. Mais il avait une grosse chaîne. Il avait une chaîne. C'est Bon. incroyable. En tout cas, voilà. Rue Ernest de Proche, il sortait du restaurant à 10h, il a reçu. Oui, on les approche. Rue Ernest de Proche, Fort-de-France. on les fait. Oui, oui, tout à fait. Ah, Une balle dans la jambe et puis on lui a arraché son collier dans on lui a sa volé chaîne. son collier. Voilà, eh bien écoutez, on a allègrement dépassé l'heure et demie, désolé Emmanuel et Grégory. Nous avons traité 5 thèmes sur les 9. Voilà, donc nous sommes loin du compte. Ah, oui. Mais il fallait que nous nous appesantissions sur les 2 premiers thèmes qui nous semblaient très importants. Donc merci à nos chroniqueurs, merci à vous de nous avoir accueillis chez vous. Nous vous souhaitons donc un bon week-end et puis nous vous saluons et nous vous disons à la semaine prochaine sur Zouk Télévision dans votre émission favorite, Le Kiosque, en vous souhaitant de vous porter bien et voilà, nous serons contents de vous retrouver la semaine prochaine. Bonne soirée à tous, au revoir. Au revoir.